Bonjour Jean-Michel Valade. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Littérature en Corrèze, où je vous ai invité pour nous parler de votre dernier roman, La Stèle, ou la mémoire juive étouffée en Corrèze. Jean-Michel, en lisant votre livre, je n'ai pu m'empêcher, bien entendu, et vous le citez à la fin du livre, de penser au très beau roman de Claude Dunton, Le Monument, puisque pendant qu'il faisait ses recherches pour son livre, il a découvert qu'il manquait un jeune soldat de la guerre de 14 sur le monument aux morts de L'Aigle-et-Jaulnes. Donc d'emblée, on est dans le cœur du sujet de votre très beau roman, La Stèle. Donc pouvez-vous nous dire, en fait, puisque le personnage, le héros, Jacques Le Sueur, revient sur les lieux dans son village et il y a une commémoration, on inaugure une stèle donc à la mémoire des personnes qui ont été massacrées le 2 avril 1944. Pouvez-vous nous dire pourquoi votre héros est-il si en colère et quel ressentiment il a contre les autorités qui sont là, contre leur hypocrisie? Effectivement, c'est un roman qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la trame est la Seconde Guerre mondiale, puisque 40 ans après, il y a l'inauguration d'une pierre du souvenir, donc d'une stèle, dans ce village qui est un village corrézien, et il y a ce jeune homme qui est encore dans la force de l'âge, mais qui a vécu les événements de 1944, qui, 40 ans après, revient sur les lieux de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a subi. Et s'il revient, il revient parce que c'est le fruit d'un hasard. Il a découvert, 40 ans après, dans un journal, puisqu'il réside à Paris, qu'il y allait y avoir cette commémoration, cette inauguration de la stèle. Tout à fait. Votre roman est très bien construit, car on fait des allées et venues, donc on parle de cette inauguration, mais sans cesse, il y a des flashbacks et on repart en arrière. Donc votre héros, Jacques Le Sueur, s'appelait Yankel Ziegleben, c'est un nom donc juif, et il a connu la déportation. Et effectivement, on ressent en lui une blessure très profonde qui est liée justement à cette injustice qui lui paraît vraiment flagrante, qu'on puisse oublier à ce point et que les préfets, les élus qui sont là et qui se gobergent, qui se congratulent, finalement font peu de cas de cette souffrance. Yankel était un réfugié, jeune réfugié juif dans ce village-là, il venait de la région parisienne et il a été arrêté avec d'autres. Et il est parti, il a connu cet itinéraire caractéristique des Juifs raflés, c'est-à-dire qu'après son arrestation, il est allé à Drancy, puis de Drancy à Birkenau, et puis il a réussi à survivre à l'enfer concentrationnaire. Et 40 ans après, il revient, et là, il va se rendre compte que il a été raflé avec d'autres, mais que ceux qui étaient juifs, manifestement, semblent avoir été oubliés par la municipalité qui est à l'origine de la mise en place de cette stèle. Tout à fait. Alors, pour en revenir donc au camp de Birkenau, je n'ai pu m'empêcher de penser, et je suis sûre que vous allez comprendre, ici, nous avons reçu Roger Gouffaut, souvent dans ce lycée, pour témoigner. Et Roger Gouffaut, puisque j'ai eu la chance de le connaître, eh bien, il me disait que dans les camps, on survivait quand on avait une passion, si on avait un idéal politique, mais surtout, on survivait par la fraternité. Et lui me disait, moi je dois beaucoup aux Espagnols qui étaient là, et cette communauté espagnole qui a été formidable et qui ont pu permettre qu'ils ne se découragent jamais. Et si vous permettez, je vais juste lire, page 101, « Une petite centaine de jours dans un autre enfer. Voilà ce que Yankel dut endurer. Mais une nouvelle fois, la Providence et les liens de fraternité tissés avec un groupe de déportés politiques eurent raison de la destinée à laquelle ils semblaient promis. » Vous aussi, Jean-Michel Valade, vous pensez que la fraternité peut nous aider à supporter l'intolérable? L'univers concentrationnaire, je crois pouvoir dire que c'est de l'indicible. Évoquer ça avec des mots est très très difficile. Et donc Yankel a vécu Birkenau, donc la partie camp de concentration de ce grand combinat de la mort, donc centre d'extermination, puisqu'il a été tatoué. Et ensuite, ce que vous avez lu, c'est qu'après la marche de la mort, au mois de janvier 1945, il est rapatrié entre
entre guillemets, dans le camp de Mauthausen. Et effectivement, là, il va avoir la vie sauve grâce à la solidarité, la fraternité de la part, lui qui était un déporté dit racial, eh bien par des déportés dits politiques. Autre petite phrase qui m'a beaucoup plu aussi, quand vous dites « Déjà mal né, l'Éternel avait fini par rendre son âme à Birkenau ». Votre héros ressent comme un abandon de Dieu, comme si cette abomination ne pouvait être permise. Et on pense à Elie Wiesel qui, dans son livre « La nuit », dit « Jamais je n'oublierai ces instants qui ont assassiné mon Dieu, et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu. » Voilà, c'est des lieux où, effectivement, la foi est ébranlée, où on doute, puisqu'on se sent abandonné. On se sent abandonné totalement, et on s'interroge et on se demande comment son Dieu, quel qu'il soit, a pu permettre ce genre de choses, c'est-à-dire l'extermination, si on prend l'exemple de Birkenau, l'extermination des hommes, des femmes, jusqu'aux enfants. Et je dois l'avouer, c'est une question que j'ai posée à Henri Wolf, qui était un rescapé, il a été déporté à 16 ans, qui donc a été un rescapé de Birkenau, et j'ai eu le privilège de faire un pèlerinage avec lui et à Birkenau. C'est l'une des questions que j'ai posées, et vous imaginez la réponse qu'il m'a donnée. Oh, combien. D'autre part, je trouve qu'il y a une transition, dont je vous ai parlé un petit peu avant l'interview, entre le chapitre 7 et le chapitre 8. On entend dans votre description du camp des sons gutturaux de la langue allemande, il y a une violence, il y a un fracas des armes, il y a les coups de schlag. Et on passe au chapitre suivant, où la première phrase est « La voix chaude du préfet, une de celles que l'on ne peut guère oublier de par son intonation quasi mélodique, sa manière d'accentuer certaines consonnes, un peu à la façon de Nougaro, les voix lui avaient toujours parlé. » Et j'ai trouvé ça extrêmement habile, ce contraste. C'est comme un tableau en clair-obscur, en fait. Il y a toute cette zone de nuit des camps, et tout d'un coup on revient à l'inauguration de la stèle, et là on a la voix suave du préfet qui fait une sorte de mélodie. Et donc je vous ai fait remarquer ça, et j'ai trouvé que c'était un vrai contraste dans le livre. C'est une chose à laquelle je n'avais pas été sensible en rédigeant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et vous le rappelez maintenant. Et effectivement, en y réfléchissant, oui. Il y a un contraste. Il y a un contraste voilà. Parce que le camp n'était jamais silencieux. C'est ça. Le silence, il était peut-être intérieur, mais le silence extérieur était quand même une réalité bien prégnante. Bien sûr. Dans votre roman, vous évoquez aussi le retour au Lutetia. Alors ça, évidemment, quand tous les déportés sont revenus, le Lutetia était un endroit particulièrement émouvant où les gens se cherchaient, regardaient des petites photos sur un mur. Et donc, votre héros va se rendre chez un ami à Montrouge, chez un ami, et c'est sa compagne Claire qui lui ouvre. Et là aussi, j'ai trouvé qu'avec beaucoup de délicatesse, on voit qu'il va peu à peu revenir à la vie avec beaucoup de souffrance. Et il y a également, à un moment donné, vous dites qu'il entend donc ses amis, et puis il y a des souvenirs d'images, une souvenir de l'épaule nue de Jeanne. Et j'ai trouvé que vraiment, aussi l'histoire d'amour avec Jeanne, elle est racontée avec beaucoup de douceur, de subtilité, et ça apaise un petit peu, c'est la note un peu positive, un peu à laquelle il se raccroche aussi, et parce que justement, ce passage, c'est juste avant qu'il n'y ait la lettre, donc la lettre bourrée de fautes, donc du père de Biard, c'est ça? Et cette lettre où il va apprendre ce qui est arrivé à Jeanne. Et effectivement, il apprend donc cette catastrophe. Et je voudrais revenir peut-être sur ce que vous évoquiez, donc le retour à la vie, on peut employer ce terme-là. Donc c'est la notion, bon, c'est pas moi qui ai inventé, c'est Boris Cyrulnik qui a évoqué le terme lui-même, raflé, le terme de résilience. Donc c'est la capacité, à partir de l'image de métal qui se déforme et qui revient donc à sa position initiale. Donc c'est effectivement le fait d'être capable de surmonter les traumatismes, et quand on sort de Birkenau, réussir petit à petit à évacuer
quelques éléments, on ne peut pas tout évacuer, eh bien ça a passé, notamment dans le cadre du roman, par ce qu'il imaginait de Jeanne, avant qu'il n'apprenne effectivement la catastrophe qui a été la sienne et la leur. Jean-Michel Valade, ce livre finalement est très important pour les jeunes générations parce que je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui à la violence du monde, les conflits n'ont jamais cessé, on dirait que les hommes ne tirent jamais les leçons de tous ces drames qu'il y a eu, de la Shoah. Et est-ce que pour vous c'était important et est-ce qu'il y avait vraiment... est-ce que vous avez quelquefois été révolté par certaines cérémonies ou est-ce qu'il y a peut-être trop de cérémonies et est-ce que vous ressentez parfois qu'on oublie, qu'on n'est pas toujours à la hauteur finalement des événements qu'il y a eu? Donc cet ouvrage-là, qui est un roman d'histoire, c'est ainsi que je pourrais l'appeler, fait le lien entre l'histoire et la mémoire. Et s'agissant de la mémoire, la mémoire, elle est initiée notamment par les commémorations. Et la mémoire, elle peut être partiale, elle peut être étouffée. En l'occurrence, dans le cadre de ce roman, c'est la mémoire étouffée juive, puisque, bon, on ne va pas dévoiler tout à fait... Non, on ne va pas tout raconter. On ne va pas tout raconter, mais il n'empêche que, les hommes, au regard de ceux qui sont en train d'inaugurer cette stèle, les hommes, selon leur appartenance à telle ou telle communauté, ne semblent pas avoir la même valeur. Oui, nous n'allons pas tout dévoiler et je pense qu'il faut laisser au lecteur la découverte de ce très joli roman que je recommande chez Geste Éditions, qui s'appelle La Stèle. Et je vous remercie, Jean-Michel, de nous avoir accordé cet entretien passionnant. Merci à vous.